Effigie est à l'Opéra de Lille pour découvrir une profession un brin particulière, celle de ténor, incarnée par Kevin Amiel, que nous allons suivre dans la préparation d'un spectacle. Hey! Oh putain, ça sonne bien. Là, c'est l'orchestre du balcon avec plein de jeunes gens talentueux. Et en fait, Maxime Pascal s'occupe de cet orchestre-là. C'est une œuvre en fait qui demande un effectif d'orchestre plus gros, c'est-à-dire normalement il y a plus d'instruments que ça. Là, c'est la version de Schoenberg, c'est-à-dire c'est un effectif plus réduit. Et c'est une version particulière, donc c'est sympa. Et on est à 2 voix, donc il y a un baryton et un ténor. C'est la première fois qu'on est dans un opéra même, en fait, dans un théâtre. Voilà. Donc là, je vais essayer d'aller me chauffer un petit peu, pour que ça sonne mieux, justement. En fait, faire des sons à travers une paille, ça permet de réguler l'air qui passe à travers et ça permet de retimbrer la voix en fait. Et ça permet de détendre aussi toute la cage thoracique. Voilà. Donc là, je fais quelques sons en général pour vérifier si la voix elle est bien, puis après elle va se chauffer un peu sur scène et tout ça. Voilà, ça dépend des œuvres qu'on a. Bon, mis à part la grosse cagade au milieu, là. C'est vraiment génial, bravo. Hop, voilà. Alors, je m'appelle Kevin Amiel et je suis ténor. C'est pas un parcours très traditionnel parce que j'ai commencé très très tôt. En fait, la première scène que j'ai fait, j'avais 19 ans, donc j'étais encore au lycée, donc je jonglais. Donc j'allais à l'école de musique juste en face pour prendre des petits cours de chant. Et j'avais un professeur particulier qui était dans le chœur de l'Opéra du Capitole, à Toulouse donc. Et à un moment donné, il m'a permuté sur un de ses meilleurs amis qui était pianiste chef de chant et qui l'est toujours d'ailleurs à l'Opéra de Paris. Et je suis rentré à l'âge de 22 ans à l'Opéra de Paris. Alors pour commencer, la voix de ténor, c'est la voix, enfin considérée comme la voix la plus aiguë des hommes. Je fais surtout de l'opéra, avec décors, costumes, 1 mois de répétition, entre 3 et une douzaine de spectacles. Et est-ce que dans le domaine de l'art comme ça, on vit facilement de ce type de métier? C'est très très difficile de se faire une place dans le milieu, bien évidemment. Mais oui, on peut en vivre. Des gens m'avaient prévenu, on m'avait dit si tu t'engages dans cette voie-là, c'est énormément de sacrifices, tu n'auras pas la même jeunesse que tout le monde. Donc j'ai sacrifié des soirées de fête, j'ai sacrifié du temps avec ma famille, avec mes amis, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur de mon foyer étant très très jeune. Donc c'est un parcours vraiment du combattant qui c'est très très difficile. Et du jour au lendemain, en fait, on peut tomber. Ne serait-ce que par un problème vocal ou un manque de connexion avec les directions de théâtre, ou alors quand il y a eu le Covid, ça a été très très compliqué. Beaucoup de mes collègues sont partis dans un autre métier. Mais effectivement, on peut en vivre si on sacrifie beaucoup de choses et si on se bat énormément. Il ne faut pas croire que l'opéra c'est réservé à l'élite parce que, vous voyez, hier soir, je suis allé voir un ami qui faisait un concert pop, un hommage à un chanteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et mine de rien, si on compare les places, on peut se dire quand même que l'opéra a des places quand même beaucoup moins chères que certains concerts pop. Alors il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué, mais je pense que mon plus beau souvenir, ça a été, on a fait un concert hommage à Luciano Pavarotti au Palais des Festivals, là où se passe le Festival de Cannes. Et en fait, j'avais un théâtre complet avec l'orchestre de Cannes. Et ça a été un défi énorme parce qu'il ne faut pas tomber dans le cliché ni dans le copier-coller.
Mais j'ai retrouvé une ambiance où les gens se levaient, les gens étaient fous dans la salle, les gens criaient les airs qu'ils avaient envie de réentendre. Et ça rappelait cette époque-là, l'époque des grands chanteurs où le public, il voulait des airs d'opéra, des mélodies italiennes, il voulait s'amuser, il voulait rigoler. Et c'est ça aussi qui apporte le public à l'opéra. Et ça, c'est mon plus beau souvenir, ça reste mon plus beau souvenir. Ouais, j'avais une ambiance de fou. La Castafiore. La Castafiore dans Tintin, j'imagine que vous avez en tête la scène où voilà, elle casse un verre avec sa voix. Oui. Est-ce que c'est possible ça dans la réalité? Et plus sérieusement, vous parliez tout à l'heure de votre instrument. Comment est-ce qu'on arrive à autant pousser sa voix? Comment est-ce que ça se travaille ça? Alors casser un verre, c'est possible, mais ça n'a rien à voir avec la puissance de la voix. En fait, il suffit de prendre la note que fait le verre quand on tape dessus. Parce que ça crée une vibration tellement forte que le verre finit par casser. Si c'est du cristal, évidemment, c'est plus facile. On ne pousse pas la voix, on la fait bouger, tout le corps bouge. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est à peu près 2 heures par jour de technique pure quand on est en pleine activité. Sinon, effectivement, on en arrive à pousser. Je ne suis pas le meilleur musicien du monde, mais j'ai appris sur le tas, en tout cas. Voilà. Mais je ne joue pas d'un instrument. Mon instrument, c'est ma voix et j'essaie d'en prendre le plus soin possible. Voilà. Parce que ce n'est pas comme un instrument.